Mesdames, Messieurs, nous alertons et sensibilisons depuis plusieurs semaines sur le risque de reprise de l'épidémie de Covid-19. Plusieurs départs de feu ont émaillé l'été, notamment en Mayenne, et ont pu être gérés avec efficacité. D'autres, parce qu'affectant des métropoles où les gens se côtoient plus, sont plus difficiles à contenir. C'est désormais une réalité, et vous le savez, l'épidémie est à nouveau très active dans notre pays, comme d'ailleurs dans d'autres pays voisins. Nous devons apprendre à vivre avec le virus, pour quelques mois encore, avec ces phases aiguës d'activité qui nous obligent à faire encore plus d'efforts, et ces périodes d'accalmie, toujours en étant attentifs et pleinement acteurs de la lutte contre l'épidémie et en conservant notre vie sociale, économique, éducative, culturelle et citoyenne. Combien de temps devons-nous vivre avec le virus ? Difficile de répondre à cette question, mais une chose est sûre, nous en apprenons chaque jour davantage sur la Covid-19 et nous gagnons en efficacité. Vous vous interrogez légitimement sur l'état de l'épidémie en France et sur la stratégie que nous mettons en œuvre. Je veux aujourd'hui, et conformément à la demande du Président de la République et du Premier ministre, vous apporter toutes les informations en transparence. Avant toute chose, je souhaite vous rappeler notre stratégie face au Covid, que nous menons d'une manière constante et déterminée. Elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, ce sont les gestes barrières. Depuis le début de la crise, nous avons abondamment communiqué pour faire la pédagogie de ces gestes barrières. Ils sont d'ailleurs maintenant connus de tous les Français qui les ont adoptés, y compris d'ailleurs le port du masque. Je tiens à saluer les efforts quotidiens consentis par les Français. Les résultats sont visibles. Mais ces gestes ne sont pas naturels, parfois même, ils peuvent être contre-intuitifs. Et puis on a tous le sentiment qu'on est mieux protégé, qu'on est en sécurité quand on est dans un cercle familial ou un cercle amical. Et dans cette si longue période de crise, on veut en effet pouvoir parfois retrouver un peu d'insouciance. Les chiffres sont désormais sans appel. La famille, les rassemblements amicaux sont des lieux massifs de contamination. Là aussi, des gestes barrières, des réflexes de bon sens sont les seuls à même de nous protéger. C'est pourquoi je vous le rappelle, nous sommes chacune et chacun d'entre nous les acteurs clés de la lutte contre le virus et les gestes barrières restent le premier moyen de lutter contre l'épidémie en l'absence de vaccins et de traitements efficaces. Nous ne le répéterons jamais assez. Le deuxième pilier, c'est le cœur de notre stratégie et vous le connaissez, tester, alerter, protéger. Nous avons réussi le pari du dépistage massif, mais nous sommes au regard du nombre de tests réalisés chaque jour, confrontés à de réelles difficultés organisationnelles que nous devons résoudre et sur lesquelles je reviendrai dans quelques minutes. Le troisième pilier, c'est une stratégie différenciée, adaptée à chaque territoire. Lorsque la situation sanitaire d'un territoire l'impose, nous prenons en concertation avec les autorités locales des mesures ciblées pour éteindre localement les foyers épidémiques. Le quatrième pilier, enfin, c'est la protection des personnes âgées et des plus vulnérables face au Covid. Ce sont ces publics qui font que le Covid n'est pas un virus comme les autres. Je voudrais pour commencer partager avec vous ce qui se passe actuellement dans notre pays et pourquoi c'est différent de la première vague épidémique et enfin vous dire ce qui nous inquiète. Ce qui se passe, c'est que nous constatons depuis plusieurs semaines une accélération de la circulation du virus. Vous le savez, nous avons mis en place des outils de surveillance de l'évolution de l'épidémie sur l'ensemble du territoire national. Ces outils nous permettent d'avoir une vision très détaillée, quasi en temps réel, de la diffusion du virus, territoire par territoire, ce que nous n'avions pas en amont de la première vague. Ces outils nous permettent d'anticiper et d'intervenir de manière ciblée. Aujourd'hui, tous ces indicateurs montrent une progression de l'épidémie. Le taux d'incidence, qui compte le nombre de nouvelles contaminations par semaine, est en hausse constante. Il était hier soir dans notre pays de 83 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était à 40 à la fin du mois d'août, à 25 au milieu du mois d'août et à 10 à la fin du mois de juillet.
Le taux d'incidence a dépassé pour de nombreux départements les différents seuils d'alerte. Le taux de reproduction ensuite, le fameux facteur R qu'on vous a déjà présenté plusieurs fois. Au niveau national, il reste supérieur à 1. Qu'est-ce que c'est que ce facteur R? Je le rappelle, c'est ce qui nous indique la vitesse de circulation du virus. C'est combien de personnes, si je suis positif, je vais contaminer à mon tour. C'est là que tous nos efforts agissent. Tester, tracer, protéger, pour réduire la vitesse de circulation du virus et les gestes barrières. Et de fait, le facteur R était aux environs de 3 lorsque nous étions au pic épidémique du printemps dernier. Là, il est certes supérieur à 1, ce qui veut dire que l'épidémie gagne du terrain, mais il est environ 3 fois inférieur en termes de vitesse de circulation à ce que nous avions constaté au printemps dernier. Malgré tout, un R supérieur à 1 signifie que l'épidémie gagne du terrain et qu'elle génère, comme nous le voyons depuis plusieurs jours, de nombreuses contaminations, de nouveaux patients hospitalisés et malheureusement de nouvelles formes graves. J'y reviendrai, mais si chacun fait un effort supplémentaire, par exemple si chacun d'entre nous réduisait une part de ses contacts sociaux, une part des personnes qu'il va inviter lorsqu'il reçoit chez lui, ou faisait encore un peu plus attention à la distance sociale et au respect des gestes barrières, on voit que le chemin qui nous reste à parcourir pour que le R descende en dessous de 1, ce chemin, il nous est accessible. En parallèle de l'augmentation de l'incidence, nous constatons également une augmentation du taux de positivité des tests. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 personnes chez qui on va pratiquer un test PCR, il y avait environ une personne qui était positive au début de l'été. Désormais, ce sont 5 personnes sur 100 testées qui sont positives. Alors que le nombre de tests augmente, vous voyez ainsi que c'est un reflet de la diffusion épidémique. Ce qui est différent maintenant par rapport à la première vague. D'abord, et je le disais, la vitesse de circulation du virus. En pratique, au printemps dernier, une personne malade allait contaminer 2 autres personnes tous les 3 jours. Actuellement, une personne malade contamine en moyenne 2 autres personnes tous les 15 jours. Le virus va moins vite et c'est une différence notable, ce qui explique notamment un profil épidémique très différent de la première vague. Ce qui est différent également, ce sont les modes de propagation du virus. Je crois l'avoir répété tout l'été, le virus ne s'est jamais arrêté de circuler. Nous avons pu constater qu'il a circulé particulièrement chez les plus jeunes d'entre nous au cours de l'été, avec un taux d'incidence de 140 pour 100 000 dans la tranche d'âge des 15-44 ans, dont 50% sont asymptomatiques. On l'a dit cet été, le risque était que le virus passe des plus jeunes qui font moins de formes graves, mais qui peuvent en faire, vers les personnes moins jeunes et vulnérables qui, elles, font plus de formes graves. C'est ce que nous observons depuis plusieurs semaines. Et la figure le montre très clairement, les courbes que vous avez. On voit que le virus circule très activement donc chez les 15-45 ans, mais que chez les plus de 65 ans, il circule de plus en plus, et cela depuis le début du mois d'août, ce qui veut dire qu'il y a un impact réel et visible. Enfin, ce qui est différent par rapport à la première vague, c'est qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes et que l'on connaît mieux notre adversaire. Nous avons de meilleures conditions d'hospitalisation avec des prises en charge sécurisées en hospitalisation conventionnelle, ce qui fait que des cas graves qui allaient au printemps dernier en réanimation ne vont plus nécessairement en réanimation parce qu'il n'est parfois plus nécessaire de les intuber, c'est-à-dire de leur mettre une assistance respiratoire massive. Et de la même manière, il existe un traitement qui est utilisé en réanimation qui permet de réduire les formes graves. Il y a encore une autre différence par rapport à la première vague. Au fond, j'avais expliqué en mars dernier, en faisant le tracé d'une courbe, qu'il fallait écraser la courbe pour arriver à réduire la pression hospitalière et faire en sorte de ne pas arriver à la saturation de nos hôpitaux. Aujourd'hui, ce n'est pas une courbe que nous cherchons à aplatir, à écraser, c'est autant de courbes qu'il y a de foyers épidémiques dans les différents territoires qui sont concernés par la circulation active du virus. Vous disant cela, je vous explique par anticipation pourquoi les mesures que nous prenons sont différenciées, territorialisées, pour tenir compte de la situation épidémique de chaque endroit où le virus circule. Je vous ai dit que j'allais vous dire aussi ce qui nous inquiétait. C'est la dynamique épidémique dans certains territoires.
Cette dernière conduit à un taux d'incidence dans plusieurs villes ou départements supérieur à 150, voire 200 cas pour 100 000 habitants. C'est un chiffre qui, je le pense, ne vous parle pas nécessairement. Sachez néanmoins que nous avons déterminé, avec les scientifiques, des niveaux de seuil qui, quand ils sont franchis, doivent nous alerter. Le seuil d'alerte, nous l'avions établi à 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, 53 départements ont dépassé ce seuil et sont donc classés dans cette fameuse zone de circulation active du virus. Et dans certains territoires, notamment dans certaines villes, nous sommes d'ores et déjà bien au-delà. À Marseille, nous sommes à près de 6 fois ce seuil. En Guadeloupe, à 5 fois ce seuil. À Bordeaux, à Lyon, 4 fois ce seuil. Et à Paris, à plus de 3 fois ce seuil. Cette dynamique épidémique atteint désormais aussi les personnes âgées, nous l'avons vu, dont on sait qu'elles sont bien plus vulnérables face au virus. Et c'est une donnée dont nous tenons compte, avec ce qu'on appelle le taux d'incidence, cette fois-ci, chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Ce taux, il est de 190 à Marseille, 130 en Guadeloupe, 113 à Lyon. Il est à plus de 80 dans plusieurs grandes villes comme Nice, Bordeaux, Lille ou Toulouse. Je le redis également depuis des semaines, le virus n'est pas devenu moins dangereux avec l'été, hélas. Et donc une circulation plus active du virus finit forcément par se traduire par davantage d'hospitalisations et par davantage de cas graves en réanimation. Nous voyons aujourd'hui le nombre de malades Covid en réanimation remonter de façon préoccupante, avec des différences significatives entre les régions. C'est un témoin important, mais c'est un témoin tardif de l'évolution de l'épidémie. Et nous devons tout faire pour éviter que ce nombre ne progresse trop en prenant des décisions suffisamment tôt. D'abord parce que nous devons limiter au maximum le nombre de patients qui risquent d'entrer à l'hôpital pour cette maladie, mais aussi et surtout parce que nos hôpitaux fonctionnent aujourd'hui de façon très intense pour prendre en charge nos concitoyens qui parfois ont dû retarder leurs soins pendant la première vague épidémique et pendant le confinement, et que nous devons à tout prix préserver ces soins. Ceci dans un contexte où en plus la fatigue des soignants est réelle. Les soignants dans nos hôpitaux n'ont jamais cessé de combattre le virus, et après des mois très éprouvants, je veux ici leur rendre à nouveau hommage. Sur les réanimations, nous avons de surcroît réalisé un travail de modélisation, un travail de prévision des augmentations des entrées en réanimation. Prenons l'exemple de la région PACA. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour cette région, nous disposons aujourd'hui de 537 lits de réanimation et parmi eux, 139 patients Covid sont déjà hospitalisés en réa, c'est-à-dire près de 30%, alors que le pourcentage de malades Covid dans les réa à l'échelle du pays est de 15%. Fin septembre, à l'échelle de la région PACA, il y aurait 300 patients atteints du coronavirus en réanimation, soit 60% des lits de réa actuellement installés. À la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si nous ne prenons pas des mesures rapidement, nous atteindrons notre capacité totale de lits actuellement installés. Je parle de lits actuellement installés parce que nous avons aussi, vous le savez, la possibilité d'armer des lits de réanimation supplémentaires et de porter, par exemple en PACA, ce nombre de lits de réa à 1000. Mais ces lits de réa, je le disais, ils sont indispensables pour pouvoir prendre en charge des Français qui ont d'autres maladies. La chirurgie programmée, l'activité de greffe et toutes les prises en charge aiguës de maladies aiguës. Je le dis avec gravité parce que ces chiffres, qui vous paraissent peut-être abstraits, signifient que si nous ne faisons rien, nous risquons de ne plus pouvoir prendre en charge en réanimation tous ces patients qui en ont besoin. C'est ce constat d'une situation dégradée dans plusieurs territoires qui a amené le Conseil de défense de vendredi dernier, comme l'a indiqué le Premier ministre, à demander aux préfets des Bouches-du-Rhône, de Gironde, de Guadeloupe, de concerter les élus, les acteurs de ce territoire sur les mesures qu'il était nécessaire de prendre. Ces mesures, vous les connaissez. C'est notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, sur les plages, l'abaissement à 1000 personnes du nombre maximal de personnes autorisées dans les événements,
l'annulation de grands événements en raison des risques sanitaires. Les contrôles du respect de ces dispositions vont être renforcés. Par ailleurs, les visites dans les EHPAD sont encadrées. Il a été fortement recommandé de limiter les rassemblements familiaux et amicaux, comme les mariages ou les fêtes d'anniversaire. Ces mesures sont les bonnes, et je salue l'esprit de responsabilité dans lequel elles ont été décidées en concertation complète avec les acteurs locaux. Cette méthode, nous la revendiquons. Elle fait confiance et elle met en responsabilité les autorités locales de l'État et les collectivités pour définir à chaque fois la réponse la plus adaptée. Vous le savez, notre bagarre, c'est de mettre en place les mesures qui vont permettre d'éviter cet afflux sur l'hôpital. C'est toujours une course contre la montre, parce qu'il faut décider les mesures au bon moment. Ni trop tôt, car elles sont contraignantes, elles ne seraient pas nécessairement acceptées par les Français, ni trop tard, car en fait, quand on prend des décisions, elles n'ont un impact sur l'évolution des hospitalisations et des cas graves en réa qu'avec un décalage de 15 jours. C'est cet exercice dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui, au regard même des différences de pression sur le système hospitalier, se déploiera de façon différenciée dans les territoires. Nous gardons aujourd'hui la même stratégie, un examen de la situation de chaque territoire, une méthode de concertation avec les acteurs locaux et des mesures prises adaptées à chaque situation. L'évolution des indicateurs épidémiologiques nous conduisent à retenir la même approche pour les agglomérations de Lyon et de Nice. Lyon, je le disais, se caractérise par un taux d'incidence très élevé, de 200, 4 fois la cote d'alerte. Avec un impact fort chez les personnes de plus de 65 ans, l'incidence y est à 113. Nice a un taux d'incidence de 150, 3 fois la cote d'alerte, mais il est proche des 100 pour les personnes de plus de 65 ans, et surtout la part des patients Covid dans les réanimations de la région PACA, je le disais tout à l'heure, a atteint les 30%. Nous avons donc demandé au préfet du Rhône et des Alpes-Maritimes de concerter avec les élus et les acteurs du territoire pour proposer au gouvernement d'ici samedi les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire. Les maires de Nice et de Lyon ont d'ailleurs déjà commencé à prendre des mesures par anticipation. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que la plus grande transparence soit faite et que de la prévisibilité soit donnée à chacune et chacun d'entre vous. C'est ce que je fais ici en indiquant les situations territoriales qui nous inquiètent et qui devront faire l'objet de décisions la semaine prochaine si la situation sanitaire ne s'améliore pas dans ces territoires. Dans les territoires pour lesquels des mesures fortes ont déjà été prises, particulièrement Marseille et la Guadeloupe. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas et si le nombre d'entrées en réanimation continue à croître, il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes. Elles seront naturellement décidées au niveau local, mais je pense en particulier à la possible fermeture des bars ou à l'interdiction de rassemblements publics. À Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, le taux d'incidence en population générale est élevé, de l'ordre de 3 à 4 fois la cote d'alerte, et le taux d'incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans dépasse la cote d'alerte. Les seuils critiques ne sont pas encore atteints, mais nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans ces métropoles. Passé ce point épidémiologique, je voudrais revenir un instant à notre stratégie et vous parler des tests. Dans ce contexte de forte reprise épidémique, il est plus que jamais nécessaire de continuer à traquer le virus. Cela repose sur notre stratégie que vous connaissez bien, tester, alerter, protéger. Tester pour identifier les porteurs du virus, alerter en repérant les chaînes de transmission du virus et en prévenant les personnes susceptibles d'être contaminées, protéger en isolant au plus vite les porteurs et les cas contacts pour freiner la circulation virale. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français qui le souhaite, et quelle qu'en soit la raison, de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. Cette stratégie assumée vise à identifier un maximum de porteurs du virus, y compris et notamment d'ailleurs parmi les publics asymptomatiques.
pour accompagner cette stratégie, nous avons augmenté de manière très significative nos capacités de prélèvement et d'analyse. Cette semaine, nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine. Cette stratégie fait de la France l'un des pays dans lesquels le plus de tests sont réalisés. Et là, je tiens à remercier les laboratoires, les préleveurs, les médecins, les biologistes, les techniciens de laboratoire, dans les hôpitaux et en ville. Je sais l'effort inédit que nous leur demandons, la pression qui est la leur, et je sais l'effort qu'ils réalisent dans des conditions qui sont devenues difficiles. Toutefois, une conséquence directe de cette stratégie de test à grande échelle, c'est un embouteillage. Un embouteillage dans l'accès aux tests, surtout dans certaines grandes villes, là où le virus circule beaucoup. Et je voudrais d'abord remercier les Français pour leur patience et leur compréhension. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré une doctrine de priorisation des tests avec une liste de personnes prioritaires. Les personnes qui disposent d'une prescription médicale, les personnes symptomatiques, les soignants, les aides à domicile et les cas contacts. Le rôle des médecins généralistes dans cette priorisation est important. Et c'est pourquoi les personnes disposant d'une prescription médicale sont naturellement prioritaires. Et là, je souhaite aussi remercier l'ensemble des soignants qui, en ville, font face à cette résurgence du virus. Parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui sont prioritaires dans l'accès aux tests, mais qui n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous dans un délai ou un résultat de test dans un délai raisonnable. Sachez que nous faisons le maximum pour corriger cette situation dans les meilleurs délais. D'abord, en vous réservant des plages horaires dans les laboratoires. Ensuite, en installant des tentes ou des centres de dépistage qui vous seront dédiés dans toutes les grandes villes. Pour l'Île-de-France, ce sont 20 centres de prélèvement pour les publics prioritaires qui vont être déployés à Paris, à Trappes, à Bondy, à Évry, à compter de lundi prochain, et qui viennent s'ajouter aux 590 laboratoires qui réalisent des tests PCR. Ces centres seront réservés de 8h à 14h au public prioritaire et pourront réaliser au moins 500 tests PCR chacun par jour. Leur localisation, qui a été discutée avec les élus, sera rendue publique très prochainement. Sachez aussi que si vous n'êtes pas prioritaire, vous devrez parfois accepter d'attendre plusieurs jours pour être testé. Par ailleurs, il ne sert à rien de se tester trop souvent. Le test n'est pas un geste barrière. Le test doit être fait si vous avez un doute, parce que vous avez des symptômes, ou si vous êtes un cas contact avéré. Cas contact avéré, c'est que vous avez été en contact et normalement appelé par l'assurance maladie, l'ARS ou par le proche qui a été malade. Si vous avez mangé avec quelqu'un hier soir et que cette personne vous rappelle aujourd'hui pour vous dire que son fils fréquente la classe d'un enfant qui a de la fièvre, vous n'êtes pas cas contact. Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Ce test a ensuite un intérêt si vous respectez l'isolement. Pardon de l'expression, mais il faut assurer la priorité aux prioritaires. Je terminerai sur les tests en vous donnant quelques perspectives sur les innovations qui vont arriver dans les prochaines semaines. Elles sont de deux natures, les tests antigéniques et les tests salivaires. Qu'est-ce qu'un test antigénique ? Alors, si vous passez le test, vous ne verrez pas la différence a priori. L'opérateur introduit un écouvillon par voie nasopharyngée pour réaliser ce prélèvement. Mais c'est ensuite ce que ça change. Au lieu que l'opérateur envoie l'écouvillon dans un laboratoire, il va pouvoir réaliser directement l'analyse du test avec un résultat qui est rendu généralement en moins de 30 minutes. Plusieurs de ces tests ont obtenu des autorisations de commercialisation. Ils pourraient devenir demain un complément utile, voire très utile, notamment dans les stratégies de dépistage. Dans l'attente des recommandations des autorités scientifiques, nous avons autorisé et initié des expérimentations. En Île-de-France vont être déployées de premières opérations de tests antigéniques grâce aux hôpitaux parisiens de l'AP-HP, dont les équipes scientifiques ont réalisé un travail indispensable pour qualifier ces tests. Elles s'inscrivent dans les 300 opérations de tests ciblés conduites par l'ARS Île-de-France qui permettront de caler la méthode et l'efficacité de cette ressource nouvelle. Mais en matière de tests, comme pour toutes les réponses à une crise comme celle-ci, il faut d'abord vérifier
la robustesse des outils et des procédures. Sans attendre, nous avons également d'ores et déjà passé des premières commandes à hauteur de 5 millions de tests antigéniques qui seront arrivés d'ici à début octobre. Sans attendre, nous travaillons à une stratégie de déploiement et j'ai fait le choix de préparer cette stratégie en collaboration étroite avec mon homologue allemand qui est ainsi sur la même trajectoire que nous. Ensuite, les tests salivaires. Qu'est-ce que c'est qu'un test salivaire? Alors cette fois, si c'est vous qui passez un test, vous verrez la différence, puisque au lieu d'un écouvillon nasopharyngé, au lieu du grand coton-tige, on va vous prélever, l'opérateur vous prélèvera un peu de salive, qu'il enverra ensuite au laboratoire, et là la suite est la même que pour les tests PCR classiques. Des études ont été lancées cet été à ma demande, et nous attendons désormais de façon imminente l'avis de la Haute Autorité de Santé pour déterminer quel public et dans quelles conditions ces tests salivaires pourraient être réalisés. Je reviendrai sans doute plus longuement sur ces deux innovations la semaine prochaine. Un mot enfin sur le sujet des enfants. Le Haut Conseil à la santé publique nous a rendu aujourd'hui même un avis et qui sera publié ce soir, indiquant, je cite, « Les enfants jeunes sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus. Les données de la littérature montrent, à ce stade des connaissances, que le risque de transmission existe principalement d'adulte à adulte, d'adulte à enfant, mais rarement d'enfant à enfant ou d'enfant à adulte. » C'est une information importante. Elle a notamment des conséquences directes sur la scolarité de nos enfants. Cela signifie que les enfants, en primaire, en maternelle, en crèche, sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes autour d'eux. Lorsqu'un enfant est testé positif, souvent parce qu'il a été contaminé au sein de sa famille, il doit être isolé 7 jours chez lui. Mais les autres enfants de sa classe pourront normalement continuer à se rendre à l'école. Cela vaut aussi pour les jeunes enfants qui sont accueillis en crèche ou chez un assistant maternel. Il est bien évident que la situation est différente si plusieurs enfants d'une même classe sont positifs et s'il y a une chaîne de transmission manifeste. En revanche, nous allons renforcer les mesures pour limiter autant que possible les contaminations d'adultes à enfants. Comme cela est le cas à l'école, le port du masque sera désormais obligatoire pour tous les professionnels de crèche, y compris en présence des enfants, même si des dérogations pourront être envisageables, par exemple et bien sûr avec des enfants qui présenteraient des troubles du comportement. Ces nouveaux éléments vont nous permettre, dans les tout prochains jours, d'assouplir le protocole sanitaire dans les écoles et dans les crèches. Le ministre Jean-Michel Blanquer reviendra plus précisément sur tous ces éléments relatifs à l'éducation nationale. Mais notre message est clair, les enfants doivent aller à l'école et il n'y a pas lieu de renvoyer les élèves chez eux, voire de fermer des établissements entiers à la première alerte. Si les enfants sont peu concernés par le Covid, c'est le contraire pour nos aînés. Aussi, avant de finir et de prendre les questions posées sur les réseaux, puis ensuite, mesdames et messieurs les journalistes, de prendre vos questions, j'aimerais m'adresser particulièrement aux personnes âgées qui nous écoutent. Les mois de confinement ont été difficiles. Ils ont même été très pénibles. Et je mesure, croyez-le bien, les sacrifices consentis par chacun d'entre vous. Mais nous le savons, vous êtes les personnes les plus fragiles face au Covid et notamment face aux formes graves de la maladie. C'est pourquoi je vous demande de vous protéger encore davantage. Je sais que beaucoup d'entre vous, l'immense majorité d'entre vous, respectent scrupuleusement les gestes barrières, respectent les consignes de sécurité et de prudence. Depuis des mois, vous faites tous les jours des choix compliqués. Vous vous posez beaucoup de questions pour continuer à avoir une vie de famille, une vie sociale, tout en vous protégeant. J'en suis pleinement conscient. Mais nous sommes dans une situation, particulièrement dans les territoires dont nous avons parlé il y a quelques minutes, dans une situation qui est telle que je ne peux que vous demander, à vous aussi, de redoubler tous vos efforts, y compris celui le plus difficile, qui consiste à réduire encore le nombre de personnes que vous voyez chaque jour. En conclusion, certains pourraient s'étonner des messages passés aujourd'hui. D'un côté,
nous ramenons la durée de l'isolement à 7 jours. Nous adaptons les règles pour nos enfants. De l'autre côté, nous durcissons les restrictions dans les métropoles et nous envoyons un message d'alerte aux personnes âgées. Cette décision relève directement de la connaissance fine que nous avons aujourd'hui du virus et qui nous permet de mieux cibler nos interventions. Nous savons que les personnes positives sont surtout contagieuses les tout premiers jours. Nous savons que les enfants transmettent peu le virus. Nous savons que les personnes en réanimation sont essentiellement des personnes âgées. Nous savons que les chaînes de contamination sont plus fréquentes dans les métropoles que dans les zones rurales. Nous sommes encore suffisamment en amont pour opérer ce pilotage fin dans la lutte contre le virus. Je vous remercie. Quelques questions posées sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas à partir de quand il faut que j'applique la septaine d'isolement de mon test des premiers symptômes. En la matière, nous avons choisi la méthode claire, un protocole simple et lisible pour tous. C'est la méthode qu'on pourrait appeler des 3-7. L'isolement, c'est 7 jours après l'apparition des symptômes quand on est malade. L'isolement, c'est 7 jours après un test positif quand on est asymptomatique. Et l'isolement, c'est 7 jours après le dernier contact avec une personne malade, après réalisation d'un test à 7 jours. Et je me permets de rappeler que quand on est cas contact, il n'est pas utile d'aller faire un test immédiatement quand on nous dit qu'on est cas contact. Quand on nous dit qu'on est cas contact, on reste chez soi et 7 jours après le dernier contact avec la personne malade, on va se faire tester. Et si le test est négatif, alors on peut sortir de la période d'isolement avec prudence pendant encore une semaine, en privilégiant pour le coup le masque chirurgical et en faisant attention aux interactions sociales. Mon enfant a des maux de tête, un rhume, dois-je l'envoyer à l'école ? Oui, si l'état de santé de l'enfant est compatible avec le fait d'aller à l'école, oui. Il ne faut pas évincer soi-même ses enfants de l'école s'ils n'ont pas une fièvre, des symptômes, et si c'est un rhume, parce que le rhume commence à arriver dans notre pays, et on est forcément tous alertés par des situations d'enfants qui n'ont pas le Covid, mais qui ont un nez qui coule et pas de symptômes graves. En cas de doute, on appelle le médecin, mais on scolarise son enfant. Que se passe-t-il en université si un étudiant est positif au Covid-19 ? Le protocole universitaire, il repose sur 4 niveaux d'action, gradués en fonction de la situation. Et il fait appel à une interprétation, un regard local systématique par les autorités sanitaires, notamment par l'Agence régionale de santé. Si un étudiant est positif dans un amphi, étant donné qu'il y a le respect des gestes barrières, le port du masque, voire la distanciation sociale à chaque fois que c'est possible, il y a ce qu'on appelle une enquête de traçage, comme chez n'importe qui est réalisée, et les cas contacts sont alors identifiés. Pourquoi la région parisienne n'est-elle pas concernée par un durcissement des mesures comme à Bordeaux ou à Marseille ? J'ai présenté les 3 niveaux qui doivent alerter et qui doivent faire prendre des mesures adaptées et proratisées à la gravité sur le territoire. L'incidence en population générale, l'incidence chez les personnes âgées vulnérables et le taux d'occupation des réanimations. Paris ne répond pas à l'ensemble de ces critères, mais je l'ai cité parmi les grandes métropoles au sein desquelles il est urgent de freiner la circulation active du virus, sans quoi des mesures pourraient être décidées d'ici à quelques jours. Nous suivons cela au quotidien. Je n'ai pas envie de télécharger Stop Covid, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Eh bien, vous avez tort. Stop Covid, ça marche. Stop Covid, c'est une application qui est gratuite, qui est anonymisée, qui est sécurisée et qui doit nous aider à lutter contre la circulation du virus. Je vais vous dire, moi je vous demande de télécharger Stop Covid sur votre téléphone. Si vous n'avez pas envie de le brancher toute la journée ou toute la nuit, je vous demande au moins dans ce cas-là de le brancher d'appuyer sur votre appli, ça marche très bien, et de l'utiliser quand vous allez, par exemple, aller dans un bar ou dans tout autre lieu faire la fête avec des copains, ou quand vous allez dans un endroit où vous n'êtes pas sûr de pouvoir respecter la distance sociale. Stop Covid, c'est un moyen pour vous, sûr, anonyme, d'être informé dès lors que vous êtes cas contact. Ça n'emporte pas de conséquences obligatoires sur vous, ça vous informe que vous êtes cas contact. Et ça vous donne toute la conduite à tenir. Et c'est aussi une mine d'informations, c'est une application qui fonctionne bien. Il y a près de 3 millions de Français qui l'ont téléchargée. Il faut que nous soyons plus nombreux à le faire. En tout cas, moi je l'ai sur mon téléphone et ça fonctionne. J'ai entendu dire qu'on pouvait payer pour avoir un test plus rapidement dans certains laboratoires. C'est vrai ? J'espère que c'est faux. En tout cas, si c'est vrai, sachez que c'est illégal. La totalité des tests PCR réalisés dans notre pays
sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. À 100%. Vous n'avez rien à débourser, pas un euro. C'est-à-dire que si un laboratoire vous propose des passe-droits ou des coupes-fils, si ça devait exister, des enquêtes de l'assurance maladie sont conduites et nous y mettrons un terme. Et aux questions des journalistes. Bonjour, Sylvie Burneuf de l'APM. Bonjour. J'ai deux petites questions. Alors, sur les hôpitaux, combien de plans blancs ont été déclenchés et combien de lits de réanimation supplémentaires ont été rouverts? Et ensuite, j'ai une question sur les tests salivaires et antigéniques. Est-ce qu'ils vont être remboursés? À quel taux et quand? Et est-ce que ça sera tous les tests qui ont un marquage CE ou seulement ceux qui sont validés par le CNR, par exemple? Alors, vous me posez une question qui est fondamentale, celle du plan blanc. Pour mémoire, le plan blanc, c'est quand on demande aux hôpitaux de déprogrammer, parmi les éléments du plan blanc, de déprogrammer les soins programmés, notamment les soins chirurgicaux, pour libérer les lits de réanimation et ne plus utiliser les blocs opératoires qu'on peut alors transformer en lits de réanimation supplémentaires. Je l'ai dit, nous avons un impératif de pouvoir soigner les Françaises et les Français qui ont besoin de soins hors Covid. Et beaucoup d'opérations, de greffes, ont été différées dans le temps pendant la période de confinement et doivent reprendre. Donc, le plan blanc, il est déclenché dans chaque territoire et dans chaque établissement de santé lorsque la situation le nécessite et qu'elle nécessite parfois de rappeler des équipes, d'augmenter le nombre de lits de réanimation. Nous ne voulons pas arriver à une situation qui nous obligerait à déprogrammer les soins parce que c'est absolument fondamental. Sur la deuxième question que vous posez sur les tests antigéniques et salivaires, sur le remboursement, on n'est pas encore au stade de remboursement de ces tests, on est au stade de l'expérimentation, de la qualification en vie réelle à une échelle importante, je le disais, en Île-de-France, et j'attends les recommandations des autorités scientifiques. On travaille, je le disais, main dans la main avec nos voisins allemands, mais également avec nos voisins italiens, pour déterminer les bonnes conditions d'usage. Et lorsque nous aurons déterminé les bonnes conditions d'usage, nous rembourserons ces tests au même titre que nous les remboursons pour la PCR. Bon, oui, Caroline Coq-Chodorge pour Mediapart. Oui, c'est sur le dépistage. À la fois les biologistes du public et du privé font état de leur désarroi. Ils sont réellement engorgés et ils sont en plus désemparés devant des demandes de tests assez massifs, par exemple dans les universités, où il y a des clusters qui apparaissent. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné distinguer un dépistage de diagnostic vers les personnes prioritaires et puis un dépistage plus de masse avec des nouveaux outils? Dans quel délai vous pouvez arriver vers ça? C'est le conseil scientifique qui évoque ça aussi dans son dernier avis. Alors, pour peut-être résumer la question, il y a deux stratégies, effectivement. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic et il y a ce qu'on appelle le dépistage. Le diagnostic, c'est si vous venez me voir et que vous me dites « j'ai de la fièvre, j'ai des symptômes », je vais vous faire un diagnostic pour voir si vous êtes positif au virus. Le dépistage, c'est, mettons, je décide de voir quel est le taux de positivité au coronavirus parmi un panel de 20 journalistes rassemblés dans une pièce. Et que là, on va faire presque à l'aveugle des tests. Ça emporte des conséquences en termes de niveau d'exigence, de sensibilité du test. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails, mais vous avez raison de poser la question du distinguo entre les deux. Il y a eu beaucoup de barnums, d'opérations extérieures de dépistage en milieu asymptomatique qui ont été conduits. Certains, d'ailleurs, nous ont amenés à identifier des cas qui sont positifs et d'autres non. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions orienter tout ou partie de ces barnums là où le virus circule activement pour pouvoir prendre cette fois-ci en priorité les cas symptomatiques, les personnes avec prescription, les cas contacts, les soignants et les aides à domicile, c'est-à-dire les publics prioritaires. Bonjour, Julia Vanels pour BFM TV. Monsieur le ministre, ce jeudi, l'OMS a alerté sur le niveau de transmission du Covid en Europe, considéré comme, je cite, inquiétant. L'organisation internationale fait aussi part de ses critiques concernant le fait de raccourcir la quarantaine dans certains pays. C'est le cas en France qui est donc passé à une septaine. Dès lors, allez-vous prendre en compte cet avis de l'OMS et par exemple repasser à une quatorzaine dans les zones où le virus circule activement, comme par exemple Nice ou Lyon? L'OMS ne met pas une critique sur la réduction de la durée de la quarantaine. L'OMS dit qu'il faut faire attention à ce que les gens comprennent ce que ça implique comme changement. Vous savez, on a fait le constat en France qu'on avait parfois, et souvent même, et de plus en plus, de difficultés à faire respecter la mise à l'abri des personnes qui sont cas contact ou qui sont cas positifs.
il y a des coups de sonde qui sont passés par les autorités sanitaires et qui montrent que ça devient de plus en plus compliqué de faire respecter cela. Alors que vous pouvez tester autant que vous voulez. Si quand vous diagnostiquez quelqu'un pour le coronavirus, il ne respecte pas la mise à l'abri, le test n'aura servi à rien. Donc c'est absolument essentiel. Or, ce que nous disent les autorités scientifiques, que nous avons saisi sur cette question avant évidemment de prendre une décision, c'est que l'adhésion des Français sera bien meilleure si c'est 7 jours et pas 14. Et par ailleurs, il y a un argument de fond qui est un argument scientifique et médical, c'est que l'immense majorité des symptômes apparaissent dans les tout premiers jours, et ce qu'on appelle la contagiosité, c'est-à-dire la capacité que j'ai de transmettre le virus à quelqu'un, si j'en suis moi-même porteur, elle devient très faible au-delà de 5 jours. On estime qu'elle serait de l'ordre de 5% à partir du 7e jour, elle reste résiduelle de l'ordre de 2 à 4% au bout de 14 jours. Donc vous voyez, ce que vous perdez, entre guillemets, entre le 7e et le 14e jour, vous le gagnez en faisant mieux respecter et mieux appliquer la quarantaine. Beaucoup d'autres pays sont en train de le faire. La Suède a été le premier pays à le faire, mais d'autres États avec qui je suis en entretien régulier sont déjà passés à 10 jours et envisagent demain de passer à 7 jours. Bonjour Monsieur le Ministre, Samy Sfaxi pour le groupe Canal+ CNews. Selon certaines sources, Monsieur le Ministre, lors du Conseil de défense de vendredi dernier, vous auriez suggéré au Président de la République de mettre en place des mesures beaucoup plus drastiques que celles que vous avez présentées aujourd'hui. Vous auriez aussi essuyé un refus catégorique de la part du Président qui souhaite visiblement se focaliser sur la priorisation des tests. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Et ensuite, est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne entre le Président et son ministre en pleine crise sanitaire? Merci. Alors, je vais vous répondre très clairement. Un Conseil de défense et de sécurité nationale, dans son seul intitulé, il oblige au respect des règles. Et je n'ai pas vocation à vous dire ce que nous échangeons avec le Président de la République ou avec l'ensemble des personnes autour de la table dans un Conseil de défense. Si je le faisais, ce serait grave. Par ailleurs, j'ai la confiance du Président de la République. Nous en avons échangé encore tout à l'heure. Nous sommes parfaitement en ligne sur la stratégie, qui est la même stratégie que celle que nous utilisons depuis maintenant des mois. Et nous formons un pacte avec le gouvernement, avec le Premier ministre Jean Castex, avec qui nous avions travaillé aussi étroitement pour le plan de déconfinement du pays. Donc rassurez-vous, tout va bien. Et on travaille. C'est ça l'essentiel. Monsieur le ministre, Paul Larouture au quotidien, je me permets de rebondir sur la question de mon confrère. On a quand même pu lire partout dans la presse que lors de ce Conseil de défense, Emmanuel Macron avait été très dur avec vous. Il vous reprochait donc principalement d'avoir voulu fermer les bars et restaurants à Bordeaux et Marseille, mais aussi ces interminables files d'attente devant les laboratoires et le délai d'attente pour les résultats. On a pu lire, toujours dans la presse, 1 million de tests par semaine, c'est bien beau, mais si les résultats arrivent trop tard, ça ne sert à rien. Vous reviendrez me voir quand votre copie sera meilleure, vous a-t-il dit, selon ce qu'on a pu lire dans la presse. Votre copie est-elle meilleure aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez sur la même ligne, sur le fond, que l'Elysée pour la phase 2 du plan Covid? Est-ce que vous êtes sûr, sauf votre respect, que vous voulez, entre guillemets, utiliser une des questions que vous pouvez me poser aujourd'hui sur la circulation virale avec le niveau d'angoisse des Français et d'attente quant à l'information qu'ils ont envie de recevoir sur mon cas personnel? Moi, je n'en suis pas sûr, mais je crois avoir répondu à votre confrère tout à l'heure que tout allait bien, qu'on est en phase. Et quant au contenu du Conseil de défense, la même réponse que tout à l'heure. J'ai répondu sur la question de la longueur des tests, qu'il y a effectivement des embouteillages qui sont notamment dans les métropoles dans lesquelles le virus circule activement. Plus vous avez de malades, plus vous avez de cas contacts. Et donc plus vous avez de public prioritaire. Et donc localement, à l'échelle essentiellement des métropoles, parce que c'est là que le virus circule le plus, les labos font face à une demande massive, importante de tests. C'est pour ça qu'on apporte du renfort et qu'on réoriente les dépistages en population asymptomatique vers les diagnostics auprès des publics qui sont les plus à risque de présenter le virus, en tout cas qui font partie des publics prioritaires. Il n'y a pas de carence en réactifs, comme je peux lire parfois. D'ailleurs, l'ensemble des industriels qui produisent des réactifs ont fait une communication hier ou avant-hier pour expliquer que nous disposions en stock de deux fois les besoins actuellement utilisés en réactifs. Donc c'est un problème d'organisation. Nous avons demandé aux agences régionales de santé de réunir l'ensemble des acteurs publics et privés. J'ai moi-même appelé, ça m'arrive, des laboratoires publics à l'hôpital et privés pour voir avec eux la situation lorsqu'ils présentaient des délais qui étaient trop longs. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Parfois, ça tient vraiment au fait qu'il y a tellement de malades qui se pressent au laboratoire au même endroit que c'est compliqué. On est en train d'y apporter une solution. Encore 2 questions. Bonjour Monsieur le Ministre, Éléonore Paillereau pour TF1 LCI. 2 questions en une. Vous avez parlé des mesures d'assouplissement dans les écoles. Est-ce que ça concerne également les collèges? Est-ce que les collégiens pourraient être dispensés du port du masque? Et pourquoi attendre
ville par ville, que les mesures, que les cas, que les chiffres augmentent pour prendre des mesures alors qu'elles pourraient peut-être être davantage anticipées? Alors, je n'ai jamais dit qu'on allait retirer le masque aux collégiens. Quand on dit assouplir, ça veut dire quelles sont les réactions, quelles sont les actions à mener lorsqu'on identifie un cas positif dans une école. Et j'ai précisé que nous attendions le verdict des autorités sanitaires, en tout cas leurs orientations, et que c'est au ministre de l'Éducation nationale que de revenir vers vous pour présenter les choses dans les tout prochains jours. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, qui traitait de... Pourquoi attendre pour appliquer des mesures? Si je vais expliquer aux habitants de Dordogne qu'il faut limiter les rassemblements et qu'il n'y a plus de grands événements alors que le virus il circule de mémoire beaucoup moins qu'ailleurs, je pense que l'adhésion des habitants sera sans doute moins bonne, et moi je préfère que l'adhésion soit forte et que les mesures soient comprises. Ce qu'on veut, c'est donner de la visibilité. Ce que j'ai fait là comme exercice, d'indiquer un certain nombre de métropoles, de territoires dans lesquels, parce que le virus circule activement, on pourrait demain être amené à prendre ce qu'on appelle des mesures de gestion. C'est pour permettre à chacun, en connaissance de cause, de savoir ce qui pourrait arriver si le virus continuait de circuler aussi fort et aussi vite, voire si sa circulation augmentait. Donc, fonctionner de façon différenciée, ça fait sens. Et aller mettre des mesures de gestion, de restriction dans des endroits où le virus circule à l'inverse peu, ça n'aurait pas de sens. En tout cas, si vous étiez habitante de ces territoires, je pense que vous y seriez sensible. Bonjour, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. J'aurais juste une précision sur les tests. Est-ce que remettre une prescription obligatoire pour faire les tests est une piste envisagée si la priorisation ne marche pas? Et juste une petite précision, est-ce que les aides à domicile sont dans les publics prioritaires pour les tests? Les aides à domicile font partie du public prioritaire parce qu'elles interviennent, ils interviennent au domicile des personnes, par définition, souvent vulnérables. Donc, elles font partie de cette liste. Et sur la question de la prescription, ça fait partie des questions qu'on discute, qu'on réfléchit. Si vous posez la question d'ailleurs, c'est parce que c'est une question qui mérite réflexion. Quand j'en discute avec des scientifiques, des médecins, des gens qui s'intéressent et qui connaissent comment les choses se passent en pratique, ils me disent, si on restaure une prescription, on risque d'avoir deux impacts. Le premier, c'est qu'on va peut-être ajouter 24 ou 36 heures, qui peut être parfois le délai de rendez-vous, pour pouvoir avoir une ordonnance. Donc finalement, on va rallonger les choses, ce qui n'est pas terrible. Et ils me disent également qu'un certain nombre de personnes qui, asymptomatiques, vont aller spontanément se faire tester parce qu'ils se posent la question, sont aujourd'hui diagnostiquées positives et ne le seraient plus demain. Je vous rappelle que notre stratégie, de ce point de vue-là, elle a évolué de façon importante, et c'est pour ça que le nombre de tests a augmenté de façon importante. Si on mettait une prescription, je ne suis pas sûr qu'on améliore fortement les délais. En revanche, on risque d'assister à une réduction du nombre de tests réalisés et donc à une réduction du nombre de cas positifs identifiés. Maintenant, vous savez, il ne faut jamais dire jamais, comme disait l'autre, on regarde la situation, comment est-ce qu'elle évolue. Mais la priorisation et les moyens que nous mettons en œuvre, qui sont des moyens opérationnels très forts et très rapides dans les territoires concernés, devraient nous permettre de répondre à cet enjeu sans avoir besoin d'en arriver là. Je vous remercie.